Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, vous êtes sur votre plateforme, le Cordonnette, et sur votre émission de chaque mercredi soir, à savoir VBG, la rubrique Le Monde qui change. Après un moment, on va dire, d'absence, dû entre autres aux vacances, nous voilà de retour en compagnie de votre serviteur, voilà, Jessica Goma, magistrate et présidente du GRCVBG, entendue par la groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre. Aujourd'hui, nous allons discuter de ce qui concerne la traite humaine à travers le monde. Madame Jessica, d'entrée de jeu, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Luemba Witi. Quel plaisir de vous retrouver et bonsoir à toutes les personnes qui nous suivent ce soir. D'accord. Ben, j'aimerais quand même savoir hein, comment se sont déroulées les vacances de votre côté. Ah, on dirait que je vous ai pas. Oui, oui, ça va, c'est bon. Je vous retrouve. Je disais, j'aimerais quand même savoir, hein, aussi les spectateurs aussi voudront savoir comment se sont déroulées les vacances de Alors, votre. pour moi, c'était petit repos, beaucoup de travail quand même. Vous savez, pour moi, c'était surtout du travail, hein, mais ça va. Voilà, dans une ambiance très, très détendue. Vous savez que j'étais du côté de l'Afrique de l'Ouest, où j'ai Oui. appris plusieurs choses très intéressantes que nous aurons l'occasion de développer ici sur le plateau de notre émission. Mais c'est plutôt. Alors, il semblerait que nous ayons un problème avec Pointe-Noire, voilà. En attendant que Madame Jessica Goma soit de retour sur ce plateau, afin que nous puissions ensemble discuter autour du sujet de ce soir en ce qui concerne la traite des personnes. Donc, restez connectés, surtout ne quittez pas. Et n'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de partager l'émission pour que les gens soient informés que nous sommes de retour. Et n'hésitez pas non plus hein, à poser vos questions et aussi à laisser un commentaire. En passant, nous saluons Mekam à Santé. Merci. Bonsoir à vous, Mekam, et merci aussi d'être des nôtres ce soir. Alors, en attendant toujours d'être reconnecté avec Pointe-Noire, oui, on me signale du côté de la régie que Pointe-Noire est de retour parmi nous. Oui, Madame Jessica, désolé, c'est un peu perturbé ici en matière d'électricité. ah là là, ah là là. Alors, c'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué. Je crois que ce soir, il y a beaucoup de problèmes du côté de Pointe-Noire, en tout cas. Euh, ben, euh, du moins, on est là avec vous et on espère bien à pouvoir avancer tout au long de cette émission et que nous puissions découvrir ce dont les lumières que Madame Jessica, comme d'habitude, hein, aura à nous partager ce soir. Donc, comme je vous le disais tantôt, si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner sur nos différentes plateformes. N'hésitez pas à partager l'émission. N'hésitez pas non plus à poser des questions. Alors, espérons que cette fois-ci est la bonne. Oui. Madame Jessica, vous disiez tantôt, allez-y. Que Pointe-Noire est un peu perturbé en matière d'électricité, mais je pense que ça se stabilise tout doucement. Et voilà, j'espère qu'on va pas être trop perturbé avec ça. Alors, je disais donc, vous savez que j'étais en Afrique de l'Ouest, Oui. que j'ai profité pleinement pour visiter, pour voir certaines choses. Je vous en parlerai de toute façon au fil du temps. Mais j'ai surtout appris des choses intéressantes que nous allons développer ici sur ce plateau. Mais c'est plutôt vous, Talia, vous êtes beaucoup parti. Vous avez fait des migrations de continent à continent. Oui, oui, et en fait, effectivement, ça a été l'occasion
de voyager. Vous savez, c'est une passion, hein. En voyageant, on découvre. Et surtout pour les auteurs que nous sommes, il est important d'aller au contact des autres et de découvrir des choses. Et ça permet de nourrir, on va dire, un peu notre réflexion, notre imagination. Voilà. Absolument. En voyage en Europe à cheval entre l'Italie et la France. Un voyage strictement, on va dire, privé, ce qui fait que je n'ai pas eu le temps de rencontrer beaucoup de monde, à part certaines personnes spécifiques, je vais dire, dont, en fait, qui travaillent autour du cordonnette, hein, avec nous. Il fallait quand même les rencontrer. Ouais. La plupart du temps, c'était dans un cadre plus privé. Et maintenant que nous sommes de retour en Californie, ben, le travail va se poursuivre. Oui, absolument, absolument. Et notre émission va redémarrer. Bien évidemment. Alors, Madame Jessica Goma, étant donné que notre sujet de ce soir traite des questions liées, entre autres, à la traite des personnes, je voudrais d'entrée savoir qu'est-ce que vous définissez comme étant traite des personnes? Oui, alors c'est une thématique qui est très très intéressante, qui est très fondamentale. Est-ce que vous m'avez perdu ou bien? Non, non, je vous reçois. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez, Talia? Oui, nous vous recevons 5 sur 5, Madame Jessica. Ah, génial. Alors, je disais qu'il s'agit d'une... Les problèmes techniques persistent du côté de Pointe-Noire. Attendons voir si Madame Jessica sera de retour sur ce plateau. En tout cas, on a beaucoup de problèmes techniques ce soir. En attendant, ben, on va faire une pause musicale. Merci. Beats by BigH.com. Big H, knock the instrumental. Yo, Front Vines. Ha. Casquinha. Simuzonzo, Mugazonza Kapake. Simuzonza mama, Mugazonza Kapake. Papa mabita lusingwe. Bafami menoni bapimo. Bafele bisaka nangale. Nyosina, samna kinchete. Lubunu, yafa, Kongola biki kinchete. Lubunu, yafa, Kongola biki kinchete. Oshukume kukakuru, wana posena kulenu foko pele chaku. C'est normal que nge wa mu partout. Pam que les mots te ve mu boki la koseku. Kinchete ke futave, kinchete ke mwangisake. Oui, nous sommes de retour sur le plateau, Madame. Oui. Cette fois, je crois que ça va être bien. Alors, je disais que la traite des personnes est une question très, très importante. Elle est d'autant plus importante que on a l'impression qu'elle paraît nouvelle, alors que c'est un phénomène qui existait il y a longtemps. Vous savez, pendant les vacances, donc je me suis rendu compte que la journée du 31 juillet était aussi une journée qui était placée sous le signe de la lutte contre la traite des personnes. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit, bon, ben voilà, tant qu'à faire, il faut en parler au plus vite, comme nous ne sommes pas très très loin de cette journée. Alors, donc j'ai fait une petite publication quand même pour parler de la traite, parce que comme je vous le disais, c'est un phénomène qui pose un véritable problème et c'est un phénomène qui en plus est en train de prendre de l'ampleur. C'est pour cela que nous nous sommes dit que ce serait très bien de pouvoir en parler là sur notre plateau et de pouvoir trouver des options, des formules intéressantes qui pourraient donc éventuellement nous permettre de distinguer les signes de la traite, mais aussi donc de pouvoir
une fois qu'on a identifié ces signes, on peut maintenant envisager tout ce qui est poursuite, tout ce qui est signalement pour pouvoir évidemment, encore une fois, faire baisser les chiffres. C'est vraiment ça le but. Et on va se rendre compte qu'évidemment, lorsque l'on parle de traite des personnes, on parle évidemment d'abord des enfants. Voilà, le nombre d'enfants victimes de traite est plus important que le nombre de femmes qui sont victimes de traite, que le nombre d'hommes qui sont victimes de traite. Donc, c'est vraiment une question de violence basée sur le genre, une question qui nécessite vraiment, vraiment qu'on en parle. D'accord. Tout à l'heure, vous faisiez allusion des chiffres qui sont très alarmantes. Effectivement, selon le rapport de Global Estimates of Modern Slavery, publié conjointement avec l'OIM, l'OIT et la Fondation World Free, il s'avère qu'environ 50 millions de personnes sont victimes d'esclavage moderne chaque jour. Effectivement, il s'agit là d'un chiffre trop important, je dirais 50 Beaucoup millions. trop important. Quel est votre avis sur ce chiffre-là? Pourquoi ce chiffre ne fait qu'augmenter? Parce que vous l'avez d'ailleurs même évoqué tout à l'heure que c'est un chiffre qui va crescendo. Quels sont les mécanismes qui font à ce que nous puissions atteindre un chiffre aussi élevé en termes d'esclavage moderne? Alors, effectivement, les raisons sont nombreuses. J'ai envie de commencer par parler de la pauvreté. Le vrai problème commence avec la pauvreté. Peut-être qu'avant de développer, il faut qu'on revienne sur une définition en termes simples de la traite, mais vous l'avez déjà dit, hein, quand vous avez bien expliqué que quand on parle de traite des personnes, on parle d'esclavage moderne. Et quand on réussit à réduire une personne en esclavage, c'est que cette personne est dans une condition telle qu'on peut la réduire en esclavage. Vous vous rendez compte que il s'agit de personnes, il s'agit de familles, de pères de famille, de chefs de famille, il s'agit de femmes, il s'agit d'enfants qui vont être transportés parce que le principe vraiment de la traite des personnes, c'est de pouvoir déplacer une personne d'un point A vers un point B. C'est déjà ce problème-là dans la traite. On déplace ces personnes et une fois que ces personnes sont arrivées voilà, à ce point B-là, elles sont exploitées. Vous voyez, les pires formes de traite, c'est ça, hein, le travail forcé, la prostitution. Et vous voyez bien que ce sont des personnes qui ont besoin de travailler, qui ont besoin d'avoir de l'argent, qui ont envie d'avoir de l'argent, qui ont besoin d'en avoir et donc qui acceptent parfois, malheureusement, d'être transportés dans ces conditions-là. Ce qui se passe aussi, vous savez, avec les enfants victimes de traite, c'est que souvent, c'est une personne qui donne de l'argent à leurs parents pour dire, bon, ben, écoutez, je vous donne un peu d'argent, mais moi, je prends votre enfant qui va rembourser cette somme d'argent en travaillant pour moi. Malheureusement, des personnes acceptent ça justement parce qu'elles sont pauvres, elles n'ont pas les moyens de se payer un repas, elles n'ont pas les moyens de payer un repas à leurs enfants, de se prendre en charge. Et voilà comment on en arrive dans des cas de traite et de trafic. En parlant toujours de ces formes de traite, voilà une personne, donc un enfant, un adulte qu'on ramène vers ce point B-là. Souvent, ce qui se passe, c'est que on retire le passeport parce que voilà, je dois détenir les papiers pour être sûr que cette personne va rester sous mon autorité, ne va pas s'enfuir. On va confisquer ses salaires parce que j'ai donné de l'argent pour réussir à emmener cette personne ici. Il faut qu'elle travaille pour moi, donc elle va travailler sans être payée. Donc vous voyez que nous sommes vraiment dans des cas où les personnes ont besoin d'argent et elles sont obligées de se retrouver dans cette situation-là. C'est assez particulier parce que vous voyez, je me suis intéressée. On regarde sur les réseaux, il y a beaucoup de publicité pour des personnes qui veulent aller vers l'étranger. Nous entendons des personnes qui veulent partir et qui disent mais je suis prêt à travailler, en fait je suis prêt à voilà, aidez-moi à partir, aidez-moi à quitter mon pays, je suis prêt à travailler pour vous jusqu'à ce que je puisse rembourser le prix du billet ou que je puisse être indépendant. Donc voilà des personnes qui aussi se disent peut-être que pour chercher un avenir meilleur à l'étranger, je peux accepter cette condition d'esclavage. Donc vous voyez que nous sommes dans un système qui a fini par rendre l'esclavage
acceptable, où on se dit, bon, ben, c'est peut-être, j'ai pas trop le choix, c'est peut-être l'option pour pouvoir sortir, pour pouvoir aller m'installer à l'étranger, pour pouvoir prendre mon envol. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Mais j'ai envie de dire, l'être humain ne s'achète pas. On va commencer par là. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment dans une infraction bien caractérisée, mais en plus, quand on parle enfin, nous sommes vraiment dans une situation où on profite de la vulnérabilité de certaines personnes, de l'envie de partir, de l'envie de voir autre chose pour leur dire, bon, ben voilà, moi, je vous propose ceci, et puis, en réalité, ben, ce sont les esclaves modernes. On a parlé de jeunes femmes, de femmes un peu plus âgées aussi parfois, qui sont, elles, exploitées en vue de prostitution. Nous avons énormément de cas de femmes, de jeunes dames, de filles qui sont déplacées pour être exploitées sexuellement. Elles sont mises sur le marché de la prostitution et voilà, il y a un proxénète donc qui récupère leur passeport et qui récupère aussi les fruits de ce qu'elles vont obtenir en s'adonnant à la prostitution. Donc, nous sommes vraiment dans des cas particuliers. Vous savez, on a beaucoup parlé de droit de sport dernièrement. Nous aurons l'occasion de développer. Et nous avons entendu aussi qu'il y a des pays qui organisaient des manifestations sportives et qui avaient besoin de construire des équipements qui employaient la main-d'œuvre moins cher en réalité, mais parce que c'était pour la plupart du cas des Africains qu'on déplaçait pour voilà les exploiter dans le travail. Et là encore, on confisquait les passeports, les personnes vivaient avec des conditions d'hébergement disons-le clairement, vous êtes en train d'évoquer là le cas entre autres des Émirats arabes unis où il y a, on va dire, des travailleurs étrangers venus entre autres d'Afrique et de l'Asie qui sont exploités parce que, entre autres, il y a plusieurs rapports qui le démontrent. Donc, n'ayons pas froid à dire les choses qu'elles sont. C'est ça, mais voilà, c'est pour ça que vous êtes là, Talia. Donc voilà là où nous en sommes. Et ces personnes n'avaient pas de salaire, en fait. Les conditions d'hébergement étaient effroyables. Et donc voilà, on se rend bien compte que ce sont des personnes qui sont exploitées. Mais ces personnes ont besoin d'argent, ont envie de travailler, ont envie de quitter le pays et du coup, voilà, on profite de cette vulnérabilité-là. Je crois que c'est le moment de le dire aussi, de se dire que voilà, pendant longtemps, on a pensé que la traite, que le trafic, que l'esclavage moderne ne concernait que l'étranger. Pendant longtemps, au Congo, par exemple, vous savez, Italien, on pensait que c'était le Bénin, principalement que j'ai visité dernièrement, parce que très souvent, il y avait des familles qui venaient du Bénin avec des enfants qui étaient installés, on va dire, au marché pour pouvoir travailler, pour pouvoir voilà. Mais c'est un phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur même à l'intérieur, même dans notre pays, avec le système du confiage, par exemple. Vous voyez, quand on voit aussi un peu le niveau de paupérisation de la population congolaise, ce n'est que compréhensible que ce genre de phénomène puisse aussi prendre de l'ampleur, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Vous vous rendez compte, pour illustrer cela, voilà une personne qui travaille dans une grande ville comme Brazzaville, qui va aller voir des parents dans un village pour dire, bon, ben, vous voyez, moi j'ai une situation, je peux récupérer les enfants, je vous donne un peu d'argent pour vous dépanner, vous, dans votre vie, voilà, en zone très rurale. Mais quand cette personne emmène les enfants, ben, ce sont des enfants qui vont pas à l'école, ce sont des enfants qui, voilà, sont réduits en esclavage à travailler. Vous savez, on a eu des cas où on entendait parler d'enfants qui ne sortaient que entre 4 heures et 6 heures du matin pour pouvoir travailler et puis repartir à l'intérieur pour ne pas que les personnes se rendent compte qu'il y a des enfants par là qui en plus travaillent. Donc voilà comment on peut déjà parler de manière générale de ce phénomène et donc de comprendre qu'une des raisons, c'est vraiment la pauvreté. Une autre raison, c'est profiter du fait que les personnes ont envie de voir autre chose, ont envie d'aller à l'étranger, de profiter de l'image qu'on veut bien donner. Parce que quand quelqu'un a envie de dire, a subi la traite, bon voilà, la personne a émigré peut-être vers les États-Unis,
il y a quelqu'un qui le fait travailler jusqu'à ce que voilà, il rembourse tout ce que le monsieur avait payé quand il était venu le chercher et que ça s'est bien passé, qu'aujourd'hui il a trouvé un petit travail. Il va faire une sorte de propagande pour dire, ben, vous voyez, avec moi, ça a fonctionné, j'ai dû travailler, c'est vrai que c'était dur, donc vous pouvez le faire. Et puis, les personnes se retrouvent donc avec une image de, de l'esclavage un peu normale. Voilà les problèmes. C'est-à-dire que, en fait, peut-être le mot esclavage pourrait étonner plus d'un, mais il s'agit là de l'exploitation. C'est une personne que l'on exploite. Et effectivement, bien sûr, mais c'est vraiment ça. Quelqu'un pour quelques fins, alors il s'agit bien d'une forme d'esclavage. Merci, Madame Jessica Goma, pour ces lumières. Nous saluons tous ceux qui sont connectés ce soir, tous ceux qui nous suivent. Merci à Monsieur Mekam à santé. Bonjour, bonsoir. Merci aussi à Ninel Siloulou. Bonsoir. Merci à Jacques Mounombo et aussi à Nivek Mac. Bonsoir à vous tous. N'hésitez pas à partager autour de vous si vous ne l'avez pas encore fait, puisque comme vous le savez, ici, nous sensibilisons, ici, nous informons, ici, nous formons. Et plein de bonnes informations sortent souvent ici. Nous en avons eu des témoignages. N'hésitez donc pas de partager autour de vous et de vous abonner sur nos différentes plateformes. Alors, Madame Jessica Goma, si aujourd'hui, même les institutions dites internationales reconnaissent que le chiffre de l'esclavage moderne va crescendo, d'ailleurs, on parle d'environ 50 millions de personnes exploitées à travers le monde, cela veut dire que les réseaux d'exploitation sont bien organisés et qu'il y a certainement des gens haut placés qui protègent ces réseaux-là, Madame Jessica. Dans le cas du Congo, y a-t-il des mécanismes qui permettent d'endiguer ce genre de situation? Alors, pour répondre déjà à la première partie, quand vous dites que les réseaux sont bien organisés, oui, les réseaux sont bien organisés. Et j'aime bien dire que pendant que nous réfléchissons à trouver des formules, je pense qu'eux aussi doivent réfléchir à comment continuer à faire vivre ces réseaux de trafic. On parle quand même de main-d'œuvre bon marché, hein. Voilà, on se dit au lieu de faire un appel normal pour que une entreprise sérieuse vienne proposer un montant particulier pour faire des travaux, on va se retrouver avec des personnes qui ne demandent, j'ai envie de dire, qui demandent 3 fois rien. Donc c'est sûr qu'on a besoin que ces réseaux fonctionnent. On va se retrouver avec de la prostitution, j'ai envie de dire, mais vraiment presque gratuite. Donc oui, forcément, les gens ont besoin que ce genre de réseau continue à augmenter. Vous voyez que continue à vivre, et vous voyez que quand on prend des enfants, on a une certaine, on a la jeunesse, on a la force, on a une certaine vie. On ne va pas en fait éviter aussi de le dire parce que ici c'est aussi un instant de vérité. D'ailleurs, il y a entre autres des réseaux pédopornographiques en ce qui concerne les enfants. Absolument. Madame. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis que voilà, les personnes ont vraiment intérêt à ce que ces choses-là existent. C'est pour cela que vraiment nous cherchons des options, eux aussi cherchent des options pour pouvoir continuer à entretenir ce genre de choses. Maintenant, quand vous arrivez sur la deuxième partie, qu'est-ce qui se passe? Clairement, évidemment, le magistrat que je suis, la magistrate que je suis, va vous dire que il faut évidemment renforcer le système juridique. Renforcer le système juridique, c'est déjà renforcer les textes lois. Au Congo, nous en avons 2 en particulier. Nous avons une loi, vous savez, la loi de 2019 contre la traite des personnes, qui justement, que nous avons réussi à avoir sous l'impulsion des États-Unis, parce que nous savons que voilà, l'État américain est vraiment contre la traite, comme tous les États, mais voilà, comme pour le coup, c'était vraiment l'impulsion de l'ambassade des États-Unis pour que nous ayons cette loi depuis 2019. Ensuite, nous avons la loi 4, vous savez, la loi Potignon, dont on parle souvent, dont on a déjà parlé et qu'on va évidemment citer plusieurs fois ici, qui spécifiquement
va contre la traite des enfants. Et puis, nous avons évidemment la loi Mouebara qui n'en parle pas comme ça directement, mais nous savons que la loi Mouebara qui protège les femmes et les filles en particulier vient pour condamner tous les comportements qui seraient, j'ai envie de dire, exercés dans le cadre de la traite. Voilà, déplacer quelqu'un comme ça sans consentement, l'exploiter évidemment avec tous les actes que l'on met dans l'exploitation. Donc voilà, nous avons les textes. Mais en réalité, il faut les renforcer parce que les textes qui ne s'appliquent qu'ici au Congo ont besoin, j'ai envie de dire, de pouvoir s'ouvrir au monde. Parce que quand on parle de traite, on parle de trafic des personnes, on parle généralement de plusieurs États qui sont, Oui. qui sont liés. Au niveau international, effectivement. Oui. Absolument, ça peut commencer déjà là au niveau de la sous-région, mais vraiment, il faut absolument que l'on touche l'international, puisque, souvenons-nous que quand on parle de traite... Vous préconisez que le législateur congolais ou le décideur congolais puisse s'unir à d'autres États au niveau international pour mieux combattre ce trafic humain. Et c'est limite une obligation. Parce que, souvenons-nous que quand on parle de traite, on parle quand même d'un déplacement d'un point A vers un point B. Je vous ai dit que longtemps ici, on pensait notamment à l'Afrique de l'Ouest. Vous voyez, nous sommes dans un autre État qui vient vers l'Afrique centrale. Donc nous sommes dans l'Afrique, mais vous voyez qu'il y a ce déplacement-là. Et aujourd'hui, nous avons des cas de traite qui vont jusqu'à l'étranger. Nous avons entendu parler des femmes qui venaient du Nigeria, qui se retrouvaient au bois de Boulogne en France. Donc vous voyez qu'on a vraiment besoin d'avoir des textes encore plus solides et qui permettent justement une collaboration entre les États pour pouvoir signaler et identifier. Vous avez évoqué quelque chose de très intéressant, Talia, en parlant des sites pédopornographiques. Et je me dis bientôt, il va falloir que l'on programme cette émission sur la cybercriminalité. On se rend compte que là aussi, nous sommes dans un contexte où il y a des sites qui sont tenus par plusieurs administrateurs. On peut en avoir un au Congo, on peut en avoir un en Californie, on peut en avoir un autre peut-être en Chine ou en Asie, voilà. Et donc, cela fait que même si on réussit à mettre la main sur l'administrateur qui est au Congo, mais le site continuera à tourner puisqu'il y a d'autres administrateurs. Donc, vous voyez l'intérêt de cette collaboration entre les États. Effectivement, pour essayer de démanteler les réseaux. Ça, voilà. Et une fois qu'on a fait cela, il faut qu'on passe à la sensibilisation. La sensibilisation sur ces textes, il faut qu'on passe à la vulgarisation. Il faut qu'on explique aux personnes comment identifier des cas de traite. On va prendre un exemple simple. Nous avons des amis, nous pouvons être invités pour un déjeuner, pour un dîner, pour un brunch. Nous connaissons des enfants de nos amis, mais nous constatons que, il y a un enfant qui est là, mais qui ne joue pas avec les autres parce que, vous savez qu'on a ces moments-là, c'est souvent très, très agréable, les enfants jouent tous ensemble et tout. Et puis, on se dit, mais il y a un enfant qui ne joue pas avec les autres. Nous l'avons remarqué. Soyons courageux, comme vous le dites, posons des questions. C'est qui cet enfant? Il vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? On va remarquer que nos enfants partent à l'école peut-être avec d'autres enfants, mais on entend que mais nous on a un enfant, on a un cousin qui est là, mais lui il part pas à l'école alors qu'il a le même âge. Dans un pays comme le nôtre, au Congo, on sait qu'à partir de 6 ans, l'école est obligatoire pour tous. Nous croisons des enfants dans les quartiers alors que nous sommes en période scolaire. On devrait pouvoir poser des questions pour savoir. Nous voyons des enfants dans des marchés chez nous qui vendent des sachets, qui vendent du manioc, qui vendent des choses. Personnellement, moi, je le fais. Je demande toujours, est-ce que toi, tu pars à l'école? Parce que, on l'a dit, il se pourrait que, maman ait une boutique et que la personne peut regarder son enfant qui est avec elle à la boutique. Ce n'est pas interdit. Pendant les vacances, on a des mamans qui sont avec leurs enfants, là où elles exercent leur commerce. Ce n'est pas interdit. Ça rentre même aussi dans le cas de l'éducation des enfants. On peut poser des questions. Là, on est en vacances, ok, tout va bien, mais quand on arrive au Congo, c'est généralement mi-septembre jusqu'à mi-juin, cette période-là, si on a un enfant qui n'est pas à l'école à l'heure où les autres le sont, on peut poser des questions et écouter, prendre le temps d'écouter. Et ce serait bien que chacun de nous commence à regarder
j'ai envie de dire ces petits signaux-là pour pouvoir se dire, bon, mais peut-être que là, il y a un enfant en danger, un enfant qu'on peut aider. On parlait de prostitution. Il y a des jeunes filles, justement, qui sont sur le marché de la prostitution. On les croise en pleine nuit parfois. Quand on sort, elles sont dans la rue. J'ai eu l'occasion de parler avec un monsieur qui exerce une fonction publique, en plus ici à Pointe-Noire, qui, dans ses sorties, voilà, deux jeunes filles. Il me dit, mais elles avaient l'âge des filles à moi. Elles devaient avoir entre 13 et 15 ans. Et puis, elles arrêtent sa voiture parce que, bon, ben voilà. Et il a dû échanger avec elles et comprendre qu'en réalité, il y avait un Mac qui n'était pas loin et qui disait, bon, ben, il faut arrêter les voitures un peu particulières parce que on peut avoir des clients. Et c'est lui qui a ramené ces filles-là dans un centre. Donc, vous voyez que on devrait être interpellé et pas seulement se dire, bon, ben, si elles sont dans la rue, c'est parce qu'elles l'ont voulu, c'est peut-être parce que elles ont été déplacées et qu'elles n'ont pas trop le choix. Ok, ben, on va prendre un commentaire du net, puisque c'est le principe de l'émission. Si vous avez un commentaire, une question, n'hésitez pas. Alors, il y a le commentaire de M. Jacques Monongo qui dit « La pauvreté, la misère, le sous-emploi et surtout le manque d'opportunités dans nos pays nous pousse souvent d'aller ailleurs pour espérer trouver le bonheur. Malheureusement, pour la plupart des cas, on est souvent victime de plusieurs mots. Prostitution, par exemple, pour les femmes et le racisme à tous les niveaux de la société. Effectivement, quand on parle d'exploitation, il y a des gens qui sont aussi exploités juste à cause de leur origine. De leur couleur de peau, c'est ça. Donc, M. Jacques a tout à fait raison en ce commentaire. Absolument. C'est une question qu'il faut prendre à bras le corps, madame. C'est ça. Mais absolument. Ma curiosité voudrait savoir si, en tant que magistrate, vous avez déjà été confronté à une question liée, entre autres, à l'exploitation, disons, des humains, que ça soit pour les enfants. Et comment ça s'est passé dans ce cas-là? Oui, alors, je vais vous prendre vraiment deux cas de figure que nous avons connus dans la gestion des procédures liées à la traite. C'est bien de savoir que déjà à Pointe-Noire, on essaie de faire énormément de sensibilisation. Il y a des associations qui se bougent et qui font des sensibilisations et qui s'intéressent surtout au cas de l'Afrique, au cas de l'Afrique de l'Ouest. Comme je vous l'ai dit, le problème du Bénin en particulier, j'ai envie de dire, a permis de développer cette question liée à la traite. Et oui, nous avons eu des cas. Nous avons eu des cas où les personnes ont été condamnées. Et d'autre part, il faut savoir qu'il y a possibilité d'arranger un petit peu les choses quand on est face à un cas de traite. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il faut d'ailleurs beaucoup de sensibilisation, parce que il y a des personnes qui sont auteurs, on va dire, de trafic des êtres humains, sans comprendre qu'ils sont dans un cas, sans comprendre, pardon, que ces personnes, donc, elles sont dans des cas de trafic. Je me souviens d'un cas personnel où je rencontre quelqu'un qui dit, mais enfin, pourquoi il veut partir? Parce que lui, il était allé voir les parents d'un jeune homme, il avait besoin de main-d'œuvre, voilà. Et on lui a donné, ce jeune homme, on lui a vendu en réalité ce jeune garçon, puisqu'il avait donné de l'argent et puis il est venu avec ce monsieur ici à Pointe-Noire, il le fait travailler, il ne paye pas évidemment, il garde le passeport et tout ça. Et puis bon, par la force des choses, ce jeune homme a bougé et la procédure est arrivée au niveau de chez nous. Et quand je me souviens vraiment avoir échangé avec ce monsieur qui dit, mais enfin, j'ai donné de l'argent en fait. Pourquoi il veut partir? Il faut qu'il travaille jusqu'à ce que mon argent, enfin que l'échéance soit... comment? Jusqu'à ce qu'il rembourse l'argent que... Exactement. Mais vous voyez, il le dit tellement naturellement en disant, mais
mais enfin, j'ai donné de l'argent. Donc, il faut lui expliquer qu'en réalité, ben, on n'achète pas un être humain. Ah, mais oui, mais bon, je connais ses parents, son père, c'est le cousin de l'ami, il y a toujours des liens un peu compliqués. Mais il faut lui expliquer que c'est pas possible en réalité. Il faut qu'il soit consentant, surtout que pour le coup, il était majeur, il faut qu'il donne son consentement et il faut qu'il soit libre. Vous ne pouvez pas garder ses papiers, vous ne pouvez pas l'obliger en réalité. Parce que là, on est dans le cadre du travail forcé. Donc voilà, nous avons eu des cas comme ça où le monsieur propose de régler les choses parce que bon, ben, il y a ce lien de famille et bon, la loi sur la traite autorise ce genre d'arrangement quand vraiment les personnes, quand on se rend compte que les personnes ne savaient pas qu'elles sont, parce que voilà, faut comprendre que quand on parle de traite, on parle d'éducation aussi. Donc, quand certaines personnes manquent d'éducation et que vraiment elles ne savaient pas, on peut leur faire comprendre. Et il faut évidemment qu'elles coopèrent pour arranger les choses. Mais nous avons eu donc des cas aussi, vous savez, toujours en parlant du Bénin. Je vais beaucoup vous en parler. Je vous dis que je rentre de Cotonou. Mais voilà, toujours en parlant du Bénin, il y en a qui disent, mais vous savez, chez nous, c'est culturel. C'est culturel que très vite, l'enfant soit mis sur le terrain du commerce et tout. Là encore, il faudrait expliquer que le travail des enfants est interdit. Donc, voilà, parfois, vous savez, il faut lutter entre les cultures et la loi, en fait, et les règles normales de droit. Et c'était bien de leur expliquer qu'en réalité, cette culture-là, et encore, même, voilà, c'est pas tout le Bénin qui pratique cette culture-là, hein, il faut se le dire, mais si on pratique cette culture-là dans votre zone, dans votre village, désormais vous habitez au Congo et le Congo est un pays de droit où la traite n'est pas autorisée. Donc, vous allez garder votre enfant et lui apprendre le commerce pendant ces heures creuses, les heures où il n'est pas à l'école et tout, mais à l'heure de l'école, vous ne pouvez pas garder un enfant. Donc, voilà. Mais sinon, oui, nous avons eu des condamnations aussi. Voilà. Maintenant, il faut savoir que quand on prend tout cela en compte, on prend le fait qu'il y a la culture, on prend le fait qu'il y a l'éducation, plusieurs personnes ne viennent pas se plaindre. Je vous ai parlé de cet enfant qui sortait entre 4h et 6h du matin. C'était parce qu'il y a une association qui est présidée par le docteur Parizeau, qui s'appelle Alto Afrique Enfant. Alors, Alto, c'est une association qui est bien structurée et ils ont ce qu'ils appellent des éperviers. Donc, ils ont des hommes qu'ils mettent sur le terrain quand ils ont un doute, une suspicion. Et là, pour le coup, il y a un épervier qui a dû faire le guet sur un arbre parce qu'on avait entendu qu'il y avait un enfant là-bas. Il y avait des personnes qui avaient aperçu, qui ont signalé. Il a dû se poser sur un arbre des heures et des heures durant pour pouvoir observer cet enfant qui sortait, qui travaillait et qui était remis en cage. Donc, vous voyez que, voilà, il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur la question et on voit l'intérêt de pouvoir observer et de signaler. Voilà. Signaler aux associations, signaler au niveau du parquet de la République, signaler au niveau des officiers de police judiciaire et puis laisser les autres travailler. Surtout qu'Alto est vraiment sur le terrain et que au niveau même des services de police, ben, on sait qu'on peut avoir recours à cette association parce que voilà, les éperviers, c'est comme ça qu'ils appellent leur équipe tout à fait dynamique, hein, qui peut, voilà, enquêter gentiment, tranquillement, aller monter sur les arbres, sur les murs, voilà. Ok. Non, très intéressant. Okay. Merci en tout cas voilà, de nous partager ces expériences-là qui permettent un peu de mieux comprendre l'ampleur de la situation, mais aussi d'apprécier le travail effectué par des associations telles que Alto et par des personnes qui quelque part, font le don de soi-même, parce que s'il faut passer des heures et des heures perchées sur un arbre, il y a quelque part... Non, c'est pas évident, c'est impressionnant, oui. C'est quelqu'un qui a fait le don de soi-même à sa société, et ça, c'est appréciable. Voilà des gens qui, de mon point de vue, participent à l'édification de notre société. Mieux que cela même qui occupent de hautes fonctions et qui se pavanent par-ci, par-là, voilà, en bandant le torse. Alors, cela dit, nous avons évoqué, entre autres, des mécanismes liés aux gens qui parfois ignorent, par ignorance pratiquée. Cela, c'est le cas, par exemple, de ce monsieur qui a pris un garçon et qui l'a ramené
d'un territoire A vers un territoire B, donc loin de chez lui, et qui s'est mis à l'exploiter, pour lui, c'est un fait culturel et autres. Heureusement que vous avez été là pour l'éclairer sur la question et sur les règles en ce qui concerne le territoire où il se trouvait. Mais on a aussi évoqué la question des réseaux mafieux, disons-le, voilà, qui à travers le monde tirent des ficelles et exploitent des gens. Mais moi, personnellement, je pense qu'il y a aussi une forme de l'exploitation qu'on parle peu dans nos sociétés, aux lois moins regardantes. Je ne tourne pas le dos au travail ô combien important que vous abattez, mais on doit aussi l'admettre qu'en général, nous sommes des sociétés aux lois moins regardantes. On se rend compte qu'il y a des employeurs qui font travailler des gens sur la base d'un contrat qui existe, mais qui ne respectent pas les engagements de leur contrat. Ces gens travaillent gratuitement et parfois, au bout de plusieurs mois, n'ont pas de salaire. Et ces mêmes personnes ne sont parfois pas en mesure de revendiquer leurs droits parce que tout de suite, on fait appel la plupart du temps aux policiers qui certainement, pour certains, ne sont pas encadrés, ne sont pas informés sur les questions de droit pour les mater. C'est des cas qui existent chez nous au Congo. Et ces questions-là, comment vous les appréciez et quel est votre avis à propos? Alors, il faut savoir que dans la plupart de ces cas, nous ne parlons pas forcément des cas de traite. Nous sommes plutôt dans le cadre, vous savez, des contrats de travail. Et je pense que nous allons faire une émission spéciale sur le droit du travail, sur les contrats de travail et sur le respect justement de ces contrats-là. Mais on peut déjà commencer à en parler en disant que, j'ai envie de dire, le salaire, c'est la base justement du contrat du travail. On ne peut pas travailler parce qu'on attend de l'argent et c'est ça le principe. On devrait s'entendre sur le travail qu'on va faire qui est payé à tel ou tel montant et tout. C'est la base du contrat de travail et c'est une obligation pour l'employeur de payer les salaires. Maintenant, oui, il y a beaucoup de problèmes, vous savez, et c'est pour ça que ce serait bien d'en parler à une autre occasion parce que c'est bien de comprendre pourquoi un employeur arriverait à l'étape où il ne paye plus ses employés. C'est bien de savoir aussi justement quel genre de contrat lie l'employeur et l'employé pour savoir comment arriver à revendiquer les salaires, mais évidemment dans un... Je sais que ce n'est pas évident, voilà, de pouvoir réclamer ces salaires, j'ai envie de dire de façon courtoise ou peut-être diplomate, s'il faut dire ça comme ça. Mais bon, il faut bien le savoir en bonne et due forme. Maintenant, bon, quand les choses arrivent à ce genre de niveau, qu'est-ce qui est prévu clairement dans toutes les conventions qui peuvent exister entre l'employeur et l'employé? On aura l'occasion de développer toutes ces questions-là et de voir quels recours sont prévus. On pourra même voir dans quelle mesure inviter le président du tribunal du travail pour nous raconter un petit peu ce qu'il vit parfois, et j'en parle parce que c'est celui qu'on a, c'est un très bon collègue de ma promotion. Donc voilà, ça pourrait être vraiment intéressant qu'on parle vraiment d'un contexte bien précis. Maintenant, quand nous parlons de traite des personnes, on se souvient du principe, on se souvient qu'on a déplacé quelqu'un et que bon, peut-être on lui a fait miroiter des choses. Tu vas venir avec moi, je vais te donner ci, je vais te loger, je vais te donner ceci comme argent de poche pour que tu puisses te gérer. Mais bon, n'oublie pas que je dois retirer tant sur ton salaire parce que tu dois rembourser l'investissement que moi j'aurais fait. Et puis arrivé sur place, on se rend compte que l'argent de poche qu'il avait promis, il donne pas. Le logement qu'il avait promis,
En réalité, c'est un petit studio comme ça où ils doivent dormir 814 dedans. Voilà. Donc là, du coup, il se rend compte que, mais oui, lui, bien sûr, il sera poursuivi pour ce trafic-là, en fait. On sera vraiment... Non, non, là, ce qui est bien, c'est que les textes de loi sont là. Les textes de loi demandent seulement à être appliqués. Et donc, on peut appliquer. Donc, voilà, pour des personnes comme ça, effectivement, évidemment, la procédure peut être plus forte, un peu plus, parce qu'on se retrouve vraiment dans des cas d'exploitation. Vous savez, nous avons eu des cas de personnes. Hein. Vous savez qu'avec mes fonctions, que ce soit en tant que magistrat, en tant que groupe de réflexion, j'échange beaucoup, moi, avec les personnes. Et nous avons entendu des cas de personnes qui vraiment font preuve de mauvaise foi, qui ne veulent pas payer alors que elles ont de l'argent. Mais on a engagé des procédures et les paiements ont été faits. Donc, vous voyez qu'on aura l'occasion de développer cet aspect du droit du travail pour voir comment on peut réussir à obtenir tel paiement, pour voir quelles options les employés ont pour pouvoir voilà, rester en justice, pour pouvoir poursuivre leurs employeurs. Et voilà, tout est prévu. Ce qui est bien, c'est que les textes de loi existent et tout est prévu. Ouais. C'est déjà ça, du moins que les textes de loi existent. Maintenant, il faille les appliquer et les respecter, on va dire. En tout cas, merci. Oui. Alors, on sait que le groupe de réflexion contre les violences basées sur le genre fait un travail vraiment engagé et engageant, voilà, surtout en milieu scolaire. Et vous traitez de plusieurs sujets. J'aimerais savoir s'il vous est déjà arrivé, par exemple, de traiter des questions liées, entre autres, au traite des personnes, à la traite des personnes avec les étudiants. Est-ce que vous leur avez donné, on va dire, hein, quelques mécanismes pour comprendre lorsque il ou elle est approché par une certaine personne, d'être en mesure de comprendre entre autres, hein, on va dire entre les lignes, de lire entre les lignes les pensées de ces personnes-là, pour les protéger. Oui, nous ne l'avons pas fait avec les étudiants, nous l'avons fait avec les plus jeunes. Mais maintenant, vous le dites, peut-être qu'il faut qu'on envisage de le faire avec les étudiants aussi. Nous l'avons fait avec les plus jeunes parce que, vous voyez, l'école au Congo, est un endroit où, évidemment, comme partout dans le monde d'ailleurs, hein, où il y a des personnes qui viennent de plusieurs milieux. Et ce que nous avons fait, c'est que nous sommes allés dans les instituts publics. Je vais commencer par ces instituts-là parce que il y a énormément, vous savez, d'enfants dans des instituts publics. Chez nous, des classes... n'est pas comme en Californie où il y a 15, 16, 18 élèves. Voilà, non, ici, on en a beaucoup. Et ce que nous avons fait, c'est que quand nous sommes allés en sensibilisation, nous avons demandé aux enfants de pouvoir apprendre à s'écouter, de pouvoir s'intéresser à la vie de leurs camarades. Parce qu'en réalité, c'est comme ça qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes dans telle ou telle famille. Évidemment, nous sommes partis avec la loi Potignan pour leur dire, pour leur montrer quelles sont les violences dont sont encore trop souvent victimes les enfants. Et vous voyez que il y a des élèves qui disent oui, mais bon, telle copine, elle ne part pas à la maison, telle copine, alors qu'elle est jeune, elle a 13, 14 ans, elle a déjà un petit copain, et son petit copain, il est un peu grand, hein, voilà. Et c'est très bien de pouvoir faire attention à des détails comme cela, parce que comme ça... maintenant que dans ce cas de figure que vous évoquez, il y a aussi le détournement de mineurs qui est condamnable, n'est-ce pas? Absolument. C'est ce qui est particulier avec la traite. C'est que, vous voyez, on parle de traite en général, mais en réalité, dans la traite, on a plusieurs infractions. Vous voyez, quand on se retrouve avec des proxénètes, voilà, ceux qui exploitent, voilà. Et du coup, on a dit aux enfants, il faut vous intéresser, il faut écouter quand votre camarade parle. Vous avez une camarade qui a le même âge que vous, mais bon, vous remarquez que il y a quelqu'un qui vient l'attendre, voilà, quand vous allez à la maison ensemble.
elle ne part pas avec vous, il y a quelqu'un qui l'attend, il y a quelqu'un qui l'emmène sur un autre chemin. Elle a de l'argent souvent, un peu plus que vous. Elle ne suit pas forcément les cours parce qu'elle dort. C'est toujours bien de poser la question. Et généralement, les enfants parlent. Il y a toujours un moment où les enfants s'expriment pour raconter des choses. Et justement, c'est ce que nous avons dit aux enfants, écoutez et signalez. Souvenez-vous qu'à l'école, il y a un directeur, il y a un surveillant général, il y a un adulte. Vous pouvez en parler à vos parents et vos parents viendront voir et l'équipe de direction de l'école. Donc voilà ce que nous avons fait vraiment pour expliquer aux enfants que bon, il y avait des possibilités dans ce sens-là. Mais c'est vrai que il faut renforcer ces sensibilisations, ces signalements, surtout pour les plus âgés, en fait, parce que un grand frère peut faire attention même au petit frère de son camarade. Mais oui, tout le monde a besoin d'être sensibilisé et vraiment, surtout à Pointe-Noire, vous savez que nous sommes dans une ville où, voilà, j'ai envie de dire, on a tout ici. On a la voie ferrée, on a le port, on a les aéroports, voilà. Donc, il y a beaucoup de possibilités d'entrée et aujourd'hui, cosmopolite, très cosmopolite. Qui viennent de partout dans le monde. Voilà. Et partout moyen. Attire plusieurs personnes et donc il y a aussi, elle est aussi exposée effectivement à plusieurs problématiques. Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment intéressant de faire attention à tous ces détails. Et vraiment, c'est ce que nous avons appris aux enfants et que nous allons continuer parce qu'il faut pas arrêter. Les traumatismes existent, hein, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on aborde avec les plus âgés pour dire, bon, on constate plusieurs types de traumas, plusieurs types de comportements parce que, vous savez, c'est particulier. Je vous ai dit que j'ai échangé comme ça avec une personne publique qui parle de ces enfants-là, qui les emmène dans un centre, mais quelque temps après, elles s'enfuient. Parce que malheureusement, elles ont pris l'habitude d'être dans la rue. Elles ne savent pas, voilà, elles ne savent plus ce que c'est l'autorité des personnes adultes. Donc, voilà, là encore, il faut qu'on réfléchisse, qu'on trouve des formules, qu'on puisse intégrer les psychologues, les psychiatres pour étudier les comportements et pour pouvoir trouver des formules pour les aider progressivement, parce qu'en même temps, on ne va pas se dire, bon, ben voilà, on les a emmenés dans un centre et elles se sont enfuies, ça veut dire qu'elles ne veulent pas qu'on prenne soin d'elles. Non, au contraire. Oui, elles ont peut-être vraiment besoin de plus. Il faut éviter ces conclusions actives. Exactement. C'est ça. Elles ont peut-être besoin de plus d'attention encore que les autres enfants. Donc voilà, oui, effectivement, il faut faire attention à ces détails-là. Et puis, vous voyez, comme vous le dites, hein, on parle de traite, donc on parle de plusieurs infractions. Souvenons-nous que les mineurs n'ont pas de consentement. Leur consentement n'a aucune valeur juridique. Donc, quand nous entendons que, vous savez, pendant un moment, il y avait une expression bizarre ici, la prostitution des filles mineures, là, on leur avait donné un petit nom. Les Mbappé, c'est ça, on les avait appelés comme ça. Et puis bon, ça passait, c'est ça, ça passait crème. Mais on se dit aussi que si cette prostitution des mineurs existe, c'est qu'il y a des gens qui y vont. Et nous avons entendu des commentaires, mais bien sûr, nous avons entendu des commentaires où on se disait, bon, ben là-bas, quand elles ont 17 ans, alors qu'elles sont encore mineures, elles sont déjà beaucoup trop âgées à 17 ans. C'est catastrophique. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui y vont, donc qui profitent de la vulnérabilité de ces jeunes filles-là. Ces personnes méritent d'être poursuivies. Donc, en réalité, il faut qu'on signale, il faut pas qu'on ait... Voilà, il faut qu'on signale pour que, bon, ben voilà, les textes de loi sont là, j'insiste pour dire que les textes de loi sont là, pour dire que les juridictions sont là pour poursuivre ce genre de cas. Donc, oui, il faut signaler. Il faut signaler. Mais c'est vrai qu'il faut que les personnes sachent que, bon, ben là, on est dans le cadre... Il y a des enfants qui ne parlent même pas bien le français. Alors que bon, on vit quand même à Pointe-Noire, on vit au Congo où le français est une langue nationale. Et là, je vous ai parlé de l'Afrique de l'Ouest, mais nous avons aussi des enfants qui venaient de RDC par des voies, vous savez, par des voies en passant par des zones rurales et tout. Donc, vous voyez que vraiment, c'est un problème sérieux. Et puis, bon, le confiage chez nous aussi, bon, c'est mon neveu, mais je le maltraite. Non, c'est pas parce que c'est mon neveu que j'ai le droit de le maltraiter. Pas du tout.
Pas du tout, effectivement. Et ça, En c'est tout cas, vraiment quelque chose qu'il faut qu'on prenne en compte parce que nous sommes, voilà, il y a beaucoup de familles qui ressemblent. Aujourd'hui, la famille, c'est plus papa, maman et les enfants. Voilà, il y a souvent un neveu, un cousin, mais c'est bien de savoir comment, dans quelles conditions il est là et surtout ce qu'on en fait. On ne va pas avoir des enfants, on ne va pas accepter de prendre le tutorat d'un enfant et puis bon ben pendant qu'on envoie nos enfants à l'école, lui il est là pour faire la vaisselle et la lessive en fait. ça n'a pas de sens. OK. En tout cas, nous allons prendre rapidement le commentaire de Madame Ninel Siloulou qui dit il y a beaucoup de boulot. Madame Goba, vous avez du cul sur la planche, beaucoup de courage. Effectivement. Non, pas moi seulement, nous tous ensemble. Pas moi seulement, nous tous ensemble. C'est un travail de titan qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté et qu'il y ait aussi beaucoup de personnes à s'engager, voilà, aux côtés des gens comme Madame Jessica Goma et de plein d'autres personnes et de ceux et celles qui vous accompagnent d'ailleurs. Hein. Ça, il faut le reconnaître. Le travail que vous faites est un travail, je vais dire, éloquent, hein, permettez-moi le terme, voilà, et vous avez notre soutien et vous aurez toujours notre soutien car nous croyons que ce sont les hommes qui bâtissent une nation et chacun apportant sa pierre. Aussi petite soit cette pierre-là, elle peut participer à l'éducation de notre société. Alors, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. Il y avait certes beaucoup à dire sur la question, mais vous savez, nous avons Monsieur Le Ton qui existe, donc il faut le respecter, voilà, afin qu'il nous donne aussi le temps de revenir ici prochainement. Pour cela, Madame Jessica, j'ai envie de dire votre mot de la fin. On a parlé ce soir de traite, de trafic, d'esclavage moderne, des mots qui font mal parce que voilà, on a envie de se dire qu'on ne veut plus entendre que qu'un homme puisse quand je dis homme, c'est homme avec un H, hein, qu'une personne puisse réduire une autre à l'état d'esclave. Malheureusement, c'est un phénomène qui existe et dans un monde qui bouge, il faut des solutions pratiques face à un phénomène qui existe et qui cause vraiment des douleurs. Et nous avons vu que les solutions pratiques sont là. Nous avons des textes de loi. Il faut renforcer le système judiciaire par des textes de loi encore plus forts, par des textes de loi qui envisagent des vraies collaborations avec les États, parce que quand on parle de traite, on parle de trafic, on parle d'esclavage, il ne faut pas oublier que nous déplaçons une personne d'un point A vers un point B. Nous avons vu qu'il faut que le personnel judiciaire applique ces textes de loi. Ça veut dire qu'il faut renforcer aussi les formations des officiers de police judiciaire, des acteurs de la chaîne pénale, procureur de la République, juge d'instruction, président des chambres correctionnelles notamment. Il faut absolument que ces personnes soient toujours à la une de l'information pour ce qui concerne la traite, le trafic, l'esclavage. Et nous avons vu qu'en plus, il faut de la vulgarisation. La vulgarisation ne passera pas que par les professionnels du droit, mais aussi par les associations, par tous ceux qui donnent de leur énergie pour participer à des activités de sensibilisation. Et puis, on a vu que chacun de nous peut agir individuellement en observant, en faisant attention à son entourage. Ce sont des solutions pratiques qui pourraient déjà aider à faire baisser les chiffres de traite, de trafic, non seulement à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale par le système du confiage. Et évidemment, j'ai envie de dire un grand merci à Talia parce que voilà, grâce au Cordonnet, on peut faire de la sensibilisation, en parler et toucher un public encore plus large pour que chacun soit justement aguerri aux signaux qu'il peut voir, aux signaux qui ressemblent justement à des cas de traite, de trafic ou encore de confiage, et à nous de signaler, à nous de dénoncer, et puis comme ça nous aurons aidé les personnes, forcément nous aurons aidé des hommes, parce qu'on a vu que la traite c'est vraiment une question qui touche tout le monde, nous aurons aidé des femmes, nous aurons aidé des enfants, nous aurons aidé des jeunes filles. Merci Madame Jessica Goma.
Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont suivis ce soir. Merci à ceux qui ont partagé notre émission ce soir afin que nous puissions toucher plus de monde. Merci à ceux qui ont liké, laissé un pouce, ceux qui ont commenté, ceux qui ont posé une question. Et on vous donne rendez-vous à mercredi prochain à la même heure et au même endroit. Merci. Au revoir. J'ai envie de dire les distinctions entre les deux expressions et pour savoir ce que nous voulons réellement. C'est aussi